Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires. Si vous voulez savoir à quel point un couple se fait réellement confiance, ne regardez pas leurs photos d'anniversaire. Regardez plutôt leur compte bancaire. Parce qu'il existe une question que beaucoup de couples finissent par se poser derrière des portes closes. Mettre tout son argent en commun est-il une preuve ultime d'engagement? Ou garder ses comptes séparés signifie-t-il qu'au fond, on garde toujours une porte de sortie? Parce que lorsqu'on parle d'argent dans un couple, on aime prétendre qu'il s'agit que des chiffres. Combien tu gagnes? Combien je gagne? Combien coûte le loyer? Qui paie quoi? 50-50? Ça a l'air simple. Sauf que l'argent dans une relation n'est presque jamais simplement une question de mathématiques. L'argent représente la sécurité, l'indépendance, le pouvoir, la liberté et parfois même la peur. Et très souvent, notre manière de gérer l'argent aujourd'hui est directement influencée par ce que nous avons vu dans notre famille lorsque nous étions enfants. Peut-être avez-vous grandi dans une maison où l'argent était constamment source de disputes. Peut-être même que personne n'en parlait. Peut-être qu'une seule personne contrôlait toutes les finances. Ou peut-être que vos parents partageaient absolument tout. Et sans même vous en rendre compte, vous êtes arrivé dans votre relation avec une idée très précise de ce que l'argent devrait présenter dans votre couple. Mais votre partenaire a peut-être appris quelque chose de complètement différent. Et c'est là que les problèmes commencent. Aujourd'hui, nous allons donc parler des deux sujets financiers les plus controversés dans les relations modernes. Première question, qui devrait payer à l'heure du premier rendez-vous? À une époque où nous parlons constamment d'égalité. Pourquoi la question de savoir qui paie le dîner reste-t-elle aussi chargée émotionnellement? Et surtout, lorsque quelqu'un paie, qu'est-ce que ce geste signifie réellement? Puis nous allons parler d'une question encore plus importante. Faut-il mettre son argent en commun lorsqu'on construit une vie ensemble? Est-ce que un compte joint renforce-t-il la confiance? Ou est-ce que conserver une certaine indépendance financière peut au contraire protéger la relation? Et enfin, nous allons parler du fameux 50-50, parce qu'il paraît parfaitement équilibré. Mais lorsqu'une personne gagne 3 fois plus que l'autre, le 50-50 est-il encore vraiment juste? Bienvenue dans Love Hacks en français. Salut et bonsoir à tous, ici c'est Maïkaïla. Et avant de commencer, dites-moi dans vos commentaires si dans un couple ou dans votre couple, vous préférez tout mettre en commun ou vous gardez vos comptes séparés. Je sens vraiment que ces commentaires vont être très très intéressants. Alors, commençons et parlons d'argent. Qui paie au premier rendez-vous? Alors, imaginez cette scène. Le dîner s'est bien passé, vous avez ri, il y avait de l'attirance, la conversation était naturelle, vous pensez déjà, j'aimerais vraiment revoir cette personne. Puis, le serveur arrive et pose l'addition sur la table et soudain, deux personnes adultes qui étaient parfaitement capables de parler de leur enfance et qui étaient aussi capables de parler de les relations passées, de leurs projets professionnels, ne savent plus quoi faire de leurs mains. Vous connaissez bien évidemment ce moment. Quelqu'un regarde l'addition, l'autre attrape son sac et hop, on se pose tout de suite la question, on partage? Non, je t'invite. Mais t'es sûr? Et derrière cette interaction, qui dure peut-être 10 secondes, se cachent parfois des décennies de normes sociales. Parce que pendant très longtemps, la règle était simple. L'homme payait. Mais cette règle venait d'un monde très différent au nôtre.
Les femmes avaient beaucoup moins d'indépendance économique, elles gagnaient généralement moins et pendant une grande partie de l'histoire moderne, elles n'avaient pas tout simplement les mêmes accès ou outils financiers que les hommes. Payer un rendez-vous faisait donc partie d'un rôle beaucoup plus large. Les hommes devaient être, les pourvoyeurs et aujourd'hui, les choses ont énormément changé. Les femmes ont leur carrière, leur argent, leurs investissements, leur indépendance. Il ne faut pas oublier que dans certains environnements et peut-être dans certaines tranches d'âge, elles peuvent même gagner davantage que les hommes qu'elles fréquentent. Alors, pourquoi, lorsque l'addition arrive, sommes-nous encore aussi mal à l'aise? Parce que nous avons modernisé notre économie beaucoup plus rapidement que nos codes amoureux. Et c'est là que ça devient intéressant. Lorsqu'une personne paie entièrement le premier rendez-vous, que dit-elle réellement? Une première interprétation pourrait être: je t'invite, j'ai envie de te faire plaisir, donc je valorise ce moment avec toi. Et moi, je trouve que ça, c'est très bien. Mais quelqu'un d'autre peut interpréter exactement le même geste d'une manière très différente. J'ai payé, alors maintenant, tu me dois quelque chose. Un deuxième rendez-vous, peut-être, ou un baiser, de l'attention, parfois même du sexe, et évidemment, payer une addition ne donne pas un droit à quoi que ce soit. Et cela ne le fera jamais. Mais c'est justement ce qui rend cette conversation intéressante. Parce que le même geste peut représenter la générosité pour une personne et une forme de pouvoir pour l'autre. Puis, il y a une autre possibilité, donc là, on va en parler d'une troisième, c'est on partage tout 50-50. Chacun paye sa part. Personne ne doit rien à personne. Et en théorie, c'est parfaitement égalitaire. Mais, émotionnellement parlant, les choses deviennent plus compliquées. Pour certaines femmes, l'interprétation qu'elles vont donner à cet acte, c'est que si un homme ne peut pas payer le premier dîner, c'est comme un manque d'intérêt ou d'effort. Et certains hommes, de leur côté, peuvent se sentir mal à l'aise lorsqu'une femme insiste pour payer sa moitié. Et ça devient, voilà, une paradoxe. Nous voulons des relations modernes, mais nous continuons parfois à évaluer l'attirance avec des règles très, très anciennes. Alors, quelle est la solution? Personnellement, je trouve qu'il existe une règle beaucoup plus simple. La personne qui invite choisit un rendez-vous qu'elle est prête à assumer. Parce que si vous invitez quelqu'un dans un restaurant cher, vous êtes en train de créer une dépendance. Donc, si vous pouvez proposer un endroit cher, vous êtes prêt à l'assumer. Vous ne voulez pas que l'argent crée une pression. Si vous avez décidé d'aller prendre un café, vous pouvez toujours aller vous promener. Ou peut-être vous avez décidé de prendre un verre. Ce que je veux dire, c'est qu'un premier rendez-vous n'a pas besoin de coûter 200 € pour prouver que quelqu'un est intéressé. Et surtout, arrêtons d'utiliser une addition comme un test de compatibilité matrimoniale. On doit comprendre que quelqu'un peut payer l'addition d'un dîner magnifique et être un partenaire catastrophique. Et que quelqu'un peut proposer de partager l'addition et à la fin devenir la personne la plus généreuse que vous avez jamais connue. C'est pour ça que la question importante c'est pas de savoir qui va payer, mais plutôt qu'est-ce que son comportement autour de l'argent vient de me faire comprendre sur cette personne. Et ça va nous aider ou va nous emmener directement à ce qui se passe lorsque
notre premier rendez-vous devient une véritable relation. Alors alors, la question maintenant c'est compte commun ou séparé? Alors, le premier rendez-vous s'est bien passé, puis on est arrivé au deuxième rendez-vous, puis le troisième. Quelques mois passent, peut-être même quelques années, et on se retrouve à ce moment-là où on se demande même plus qui paie le dîner. Mais on commence à se poser des questions un peu plus sérieuses. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent maintenant que nous construisons une vie ensemble? Et là, on peut vraiment dire que les opinions deviennent beaucoup plus fortes. Parce que pour certaines personnes, l'engagement financier est presque aussi important que l'engagement amoureux. Elles pensent que si nous partageons notre vie, pourquoi nous n'allons pas partager notre argent? Et pour elles, ouvrir un compte commun représente quelque chose de très important et de très profond. Et il n'y a plus c'est mon argent, c'est ton argent, il y a notre argent. Ils se sentent beaucoup plus confortables parce que c'est notre argent, notre loyer, notre économie, nos vacances, notre maison, notre avenir. Et je le comprends parfaitement parce que c'est tout à fait logique. Parce qu'un compte en commun peut créer une véritable mentalité d'équipe. Ça va enlever cette tension d'avoir deux personnes qui poursuivent leur objectif financier séparément. Parce qu'au lieu, vous êtes en train de construire quelque chose ensemble. Et vous savez ce qui entre, vous savez ce qui sort. Vous décidez ensemble combien économiser, combien il faut investir, combien dépenser. Et surtout, il y a une énorme transparence. Mais il y a cette question aussi qui est très intéressante. Est-ce que partager une vie signifie nécessairement partager chaque euro, chaque dollar ou chaque franc? Parce que pour beaucoup de personnes, la réponse est non. Et cela ne veut pas dire qu'elles aiment moins leur partenaire. Cela veut dire simplement qu'elles ont une autre définition de la sécurité. Car l'indépendance financière n'est pas forcément un plan de sortie. Imaginez que quelqu'un vous dise: «Je veux garder mon propre argent et mon propre compte bancaire». Quelle est votre première réaction? Pour certaines personnes, c'est complètement normal, mais pour d'autres, ceci va déclencher immédiatement une inquiétude. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux cacher? Pourquoi as-tu besoin d'argent auquel je n'ai pas accès? Et parfois, derrière ces questions se cache une véritable peur, très très profonde. Est-ce que tu te prépares déjà à sortir, à partir de cette relation? Mais garder une certaine autonomie financière ne veut pas dire nécessairement que quelqu'un prépare une rupture. Et pour certaines personnes, c'est exactement l'inverse. C'est ce qui leur permet de se sentir libres à l'intérieur de leur relation. Et cette différence, elle est très très importante. Nous devons comprendre aussi que pour beaucoup d'entre nous, nous avons grandi en observant des relations où l'argent, c'était vraiment une dépendance. Peut-être notre mère voulait partir, mais elle n'avait pas d'indépendance économique. Elle ne pouvait pas partir. Elle n'avait pas son propre compte, elle n'avait pas son propre argent. Peut-être aussi c'était notre père qui contrôlait chaque dépense. Ou peut-être nous avons vu dans notre dynamique familiale qu'il fallait toujours demander la permission avant d'acheter quoi que ce soit. Alors, lorsque on grandit en observant ce genre de dynamique, l'indépendance financière peut devenir un syndrome de sécurité. Pas parce que vous voulez partir, mais parce que vous voulez savoir que vous pourriez partir si la relation devenait un jour dangereuse ou profondément malsaine. Parce qu'il y a une énorme différence de rester avec quelqu'un parce qu'on le choisit et on veut, ou de rester avec quelqu'un
parce qu'on n'a aucune autre option. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Une relation saine devrait toujours être un choix, pas une prison financière. Mais il existe aussi une raison beaucoup plus quotidienne de garder une partie de notre argent séparée. Et c'est la liberté. Parce que, soyons honnêtes, tout le monde n'a pas toujours envie de transformer chaque achat en une réunion de conseil d'administration. Alors, nous allons imaginer ceci. Tu as dépensé 80 € chez le coiffeur. Bah oui, pourquoi? Ou un autre exemple, tu avais vraiment besoin de ce jeu de vidéo? Pas vraiment, mais je le voulais. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que nous ne devrions pas nécessiter une justification. Si les factures sont payées, si les objectifs communs sont financés et si les responsabilités sont respectées, il peut être très sain que chacun dispose d'une certaine somme qu'il peut utiliser comme il le souhaite, sans la culpabilité, sans la permission, sans l'interrogatoire, parce que cela nous amène à quelque chose d'encore beaucoup plus important. Parce que le vrai problème n'est pas nécessairement de savoir si nos comptes en commun sont séparés ou non. Le véritable problème, c'est ce que votre système financier crée émotionnellement dans votre relation. Est-ce qu'il crée de la confiance, de la sécurité ou de la liberté? Ou est-ce qu'il crée plutôt du contrôle ou du ressentiment ou de la peur? Parce qu'un compte en commun peut être exactement sain dans un couple et extrêmement toxique dans un autre. Et c'est pareil pour les comptes séparés. Ils peuvent représenter une excellente autonomie ou cacher le fait que deux personnes ne sont pas en train de construire quelque chose ensemble. Le type de compte, à la fin, ne nous donne pas une réponse. Mais la dynamique autour de l'argent, oui. Et maintenant, nous allons passer à ce grand piège du 50-50. Nous arrivons peut-être à la partie la plus controversée de cet épisode. Parce que ce fameux 50-50 sur le papier, c'est quelque chose de parfait, de magnifique. Deux personnes, deux adultes, deux revenus, on divise tout en deux, tout est moitié-moitié, personne ne profite de personne, personne ne paie davantage, c'est l'égalité parfaite. Mais oui, mais non. C'est pas nécessairement le cas. Parce que si on imagine un couple, une personne peut gagner 150 000 € par an et l'autre en gagner 45 000. Et oui, ils vivent ensemble et ils décident, nous sommes un couple moderne, tout va être 50-50. Le loyer coûte 2 400 €, donc ça nous fait 1 200 chacun, les courses moitié-moitié, les vacances moitié-moitié, les restaurants pareil, les factures la même chose, tout est parfaitement égal. Mais si nous regardons maintenant ce qui se passe dans leur vie, mathématiquement parlant, c'est pas tout à fait la même chose. Pour la personne qui gagne 150 000, après avoir payé la moitié, il reste encore beaucoup d'argent pour économiser. Ou peut-être pour investir, ou pour voyager, pour faire des sorties, même pour préparer sa retraite. Mais pour la personne qui gagne 45 000, ces mêmes dépenses peuvent absorber une énorme partie de son revenu. Elle commence peut-être à vivre d'un salaire à l'autre, elle peut presque rien économiser, elle refuse certains restaurants, elle commence à stresser avant les vacances et parfois, elle finit par vivre selon le niveau de vie que l'autre personne qui gagne beaucoup plus veut, sans avoir les revenus nécessaires
pour les soutenir. Alors oui, ils paient exactement la même somme, mais est-ce qu'ils supportent réellement le même poids? Et la réponse est non. Et c'est pour ça qu'il faut distinguer ces deux mots que nous utilisons souvent comme s'ils voulaient dire la même chose. Égalité et équité. L'égalité dit, nous donnons exactement la même chose. L'équité demande, est-ce que l'effort demandé à chacun est réellement comparable? Et ce n'est pas du tout la même question, parce qu'un millier d'euros n'a pas la même valeur pratique pour quelqu'un qui en gagne 150 000 que pour quelqu'un qui gagne 45 000. Et c'est pour ça que cela est très important à comprendre. Parfois, 50-50 crée une situation assez étrange. Sur le papier, tout est parfait, tout semble juste. Mais dans la vraie vie, une personne est en train de construire un patrimoine pendant que l'autre essaie tout simplement de survivre jusqu'à la fin du mois. Et tôt ou tard, cette situation, tôt ou tard, va créer du ressentiment. Pas parce que quelqu'un est égoïste, pas nécessairement, mais parce que le système lui-même n'est pas adapté à la réalité du couple. Et c'est pour cette raison que je pense que nous devons arrêter de nous demander si on doit payer la même chose et commencer vraiment à nous demander si notre contribution est juste et équitable pour la relation que nous avons décidé de construire ensemble. Nous devons comprendre que les relations ne sont pas une colocation avec des avantages romantiques. C'est quelque chose que nous sommes en train de construire réellement. C'est quelque chose que nous voulons. C'est construire une vie ensemble. Nos décisions financières doivent donc fonctionner pour l'équipe, pas juste pour une personne. Alors, si mettre absolument tout en commun peut parfois nous donner cette impression de perdre notre indépendance, et de garder absolument tout séparé peut nous donner cette impression de vivre comme deux colocataires. Est-ce qu'il y a quand même un juste milieu? Et la réponse est oui. Et c'est probablement l'un des systèmes les plus simples à comprendre. Et ce modèle, je vais vous l'expliquer. C'est ce que j'appelle à toi, à moi et à nous. L'idée repose sur 3 espaces financiers. Alors, je vais vous expliquer. Le premier, c'est notre argent. Et cet argent, ça va être un compte en commun qui va être destiné à ce qui appartient réellement au couple. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, ça peut être le loyer, le crédit immobilier, les courses, l'électricité, l'internet, les assurances, les dépenses liées aux enfants si nous avons des enfants, les vacances communes et surtout, c'est les objectifs que nous avons décidé de construire ensemble. Peut-être, l'apport pour acheter une maison, je sais pas, les fonds d'assurance, un grand voyage, faire des investissements. Enfin bref, c'est un compte qui représente la vie en commun. C'est quelque chose de clair. C'est pour nous, notre équipe. Après, il y a ton argent et un troisième, mon argent. Et ces 2 comptes, c'est des comptes personnels. 2 espaces où chacun conserve une certaine autonomie. Ça, c'est ton argent et celui-là, c'est mon argent. Et c'est là que ce modèle devient très intéressant. Parce que une fois que nos responsabilités communes sont remplies, nous n'avons pas besoin de négocier chaque dépense personnelle. Si vous avez envie d'acheter une paire de chaussures, bah c'est très bien. Votre partenaire peut dépenser l'argent dans ses jeux vidéo s'il a envie. Pourquoi pas? C'est son argent après tout. Ou peut-être vous avez envie d'un dîner entre amis, il n'y a pas besoin de demander la permission à quelqu'un d'autre.
Parce que l'objectif n'est pas de cacher de l'argent que vous avez, c'est de créer un compte pour créer un espace de liberté à l'intérieur d'un système transparent. Et cette différence est essentielle parce qu'on doit bien comprendre que l'indépendance financière et le secret financier ne sont pas du tout la même chose. Et donc, nous pouvons dire, nous avons chacun une somme personnelle dont nous pouvons disposer librement. Ce qui est donc très différent de je veux pas que tu saches combien je gagne, combien je dois ou ce que je fais avec mon argent. Dans le premier pas, il existe, oui, une économie, et dans le second, il peut exister un problème de confiance ou de transparence. Mais il faut comprendre aussi que ce modèle fonctionne uniquement si les règles sont claires. Et cela nous emmène directement à la question suivante. Combien chacun doit-il verser sur le compte commun? Et bien sûr, c'est là où nous allons retrouver notre cher ami, notre fameux 50-50. Parce qu'évidemment, la première chose qui nous vient à la tête, ce qui est plus simple, chacun verse exactement la moitié. Mais comme nous l'avons déjà dit auparavant, quand les revenus ne sont pas les mêmes, la moitié n'est pas toujours équitable. Alors, une des possibilités, bien sûr, est de contribuer proportionnellement aux revenus. Alors, prenons un exemple très simple. Imaginons que le revenu total de ce couple soit de 10 000 euros par mois. Une personne gagne 6 000 et l'autre gagne 4 000. Ce qui veut dire que la première personne génère 60% des revenus du foyer et l'autre, elle n'apporte que le 40%. Si les dépenses communes représentent 5 000 euros, le premier devrait contribuer donc à la hauteur de 60%, soit 3 000 euros. Et la seconde contribue à la hauteur de 40%, ce qui veut dire 2 000 euros. Les montants ne peuvent pas être identiques, mais l'effort peut être comparable. Et c'est là que je pense que beaucoup de conversations sur le 50-50 passent à côté de l'essentiel. Parce que, honnêtement, l'objectif d'un couple n'est pas nécessairement de pouvoir dire « nous avons payé exactement la même chose ». L'objectif devrait plutôt être de pouvoir dire « on ne se sent pas exploité par un système que nous avons choisi. On se sent à l'aise, on est content avec les accords que nous avons faits. » Et c'est vachement plus important parce qu'il n'existe pas de formule parfaite pour tous les couples. Peut-être que vous gagnez pratiquement la même chose et dans ces cas-là, oui, effectivement, le 50-50 peut parfaitement fonctionner parce que l'un de vous ne gagne pas plus que l'autre ou beaucoup plus que l'autre. Les contributions proportionnelles peuvent alors être beaucoup plus adaptées. Ou peut-être que l'un travaille à temps partiel parce qu'il s'occupe davantage des enfants. Et là, le chiffre devient encore plus intéressant parce que si une personne gagne moins parce qu'elle effectue davantage de travail à la maison non rémunéré, est-ce qu'il est vraiment juste de regarder uniquement son salaire? Et la véritable réponse est probablement pas. Et c'est pourquoi je me méfie des règles financières trop rigides dans les relations. Parce qu'une relation n'est pas une statistique. Les revenus changent, les carrières changent, les responsabilités changent. Une personne peut gagner davantage aujourd'hui et perdre son emploi demain. Et l'autre peut littéralement reprendre ses études. Et plus tard, quelqu'un peut créer une entreprise ou peut-être prendre un congé parental. Ou peut-être il est tombé malade. Ou peut-être sa vie a changé. Et donc, le système financier doit pouvoir changer aussi avec cette personne. Il doit pouvoir s'adapter et comprendre que les choses qui fonctionnaient parfaitement quand nous avions 27 ans ne vont peut-être plus fonctionner à nos 37 ans. Et le but n'est donc pas de trouver aujourd'hui une formule qui nous allons utiliser le reste de notre vie, jusqu'à la fin de nos jours, mais plutôt de construire un système
dans lequel nous avons un espace pour avoir des conversations et trouver les adaptations nécessaires à nos besoins du moment. Parce que nous devons comprendre aussi qu'au fond, le signe d'une relation saine, financièrement parlant, c'est pas de se dire on se dispute jamais à propos de l'argent, mais plutôt être capable d'avoir une conversation sans la transformer en une guerre mondiale. Alors, récapitulons. Qui devrait payer lors du premier rendez-vous? Faut-il avoir un compte en commun? Des comptes séparés? Faire un 50-50 ou contribuer proportionnellement? La réponse, la moins spectaculaire, dans ces cas-là, est probablement la plus utile aussi. Et je vous avoue, il n'existe pas une seule formule qui fonctionne pour tout le monde. Mais, par contre, il existe un système qui devient clairement malsain lorsqu'il commence à créer du contrôle ou de la dépendance ou du ressentiment. Garder une partie de son argent séparée ne veut pas dire automatiquement que vous préparez une rupture, une fuite, une sortie. De la même manière que mettre tout votre argent en commun ne prouve pas automatiquement que votre relation est la plus solide. Et payer le premier rendez-vous ne veut pas dire non plus que quelqu'un vous aime davantage. Honnêtement, l'argent est tout simplement un outil. Mais la manière dont nous allons utiliser cet outil révèle énormément de choses sur nous. Notre rapport au pouvoir, à la générosité, à notre sécurité, à l'indépendance, à nos peurs et parfois même à notre propre valeur. C'est pourquoi les disputes d'argent sont rarement uniquement des disputes sur l'argent. Quand quelqu'un dit tu dépenses trop, il peut peut-être réellement dire tu dépenses trop, mais ça veut peut-être aussi dire j'ai peur que notre avenir ne soit plus sécurisé. Et quand quelqu'un répond tu contrôles tout, il veut peut-être dire aussi j'ai l'impression de perdre mon autonomie dans cette relation. Et quand quelqu'un insiste tout doit être 50-50, il peut réellement vouloir dire j'ai peur qu'on profite de moi. Et lorsqu'on commence à entendre ce qui se cache derrière ces chiffres, surtout à comprendre ce qui se cache derrière ces chiffres, la conversation change complètement. Parce que le problème n'est plus qui a dépensé 200 euros, mais, mais plutôt qu'est-ce que cette somme représente pour chacun d'entre nous. Et cette conversation est beaucoup plus importante parce que l'argent n'est pas forcément ce qui détruit la relation. Le silence autour de l'argent peut le faire. Et le secret peut le faire. Le contrôle peut le faire. Le ressentiment peut le faire. Et deux personnes qui n'ont jamais défini ce que signifie juste pour elles peuvent passer des années à se battre pour des chiffres alors qu'elles parlent en réalité de choses complètement différentes. Les couples les plus solides financièrement ne sont pas forcément ceux qui sont toujours d'accord avec la dépense de chaque euro. Ce sont ceux qui sont capables de parler d'argent, sans transformer chaque désaccord en accusation. Ou ceux qui peuvent dire tu sais quoi, ça me semble beaucoup plus équitable, sans avoir cette sensation de se faire traiter d'égoïste. Ou ceux qui peuvent dire j'ai besoin de plus d'indépendance sans que l'autre comprenne ou entende je prépare ma sortie. Et ceux qui peuvent regarder leur système financier et se demander est-ce que cela fonctionne encore pour nous deux? Au final, le véritable 50-50 d'une relation
ne consiste peut-être pas à diviser chaque facture exactement en deux. Il consiste à faire une sorte que les deux personnes aient tous les deux une voix, où les deux peuvent se sentir en sécurité et où ils savent que tous les deux ont une certaine autonomie et en même temps où ils savent qu'ils ont la responsabilité de construire leur avenir en commun. Les amis, je vous remercie énormément d'avoir passé ce moment avec moi dans l'offre Accent français. De la même façon, j'espère que cet épisode vous a aidé à trouver des réponses aux problématiques d'organisation économique avec votre partenaire. Ou si vous croyez que cet épisode peut vous aider à avoir cette conversation avec votre partenaire, n'hésitez pas à lui faire écouter. Et rappelez-vous que parfois, les conversations que nous évitions sont exactement celles dont notre relation en a vraiment besoin. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit message parce que on adore lire vos commentaires et on voudrait aussi toucher davantage de personnes. Moi, c'est Maïkaïla et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Allez, ciao ciao. Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.